Spectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision africaine, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de questions et débat un monsieur qui s'est fait remarquer du grand public en fin 2023, lorsque l'actuel président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, l'a choisi comme son mandataire. M. Amadou Ba a par la suite succédé à Birame Souleye Diop, nommé ministre du pétrole, de l'énergie et des mines. M. Ba, suppléant, basculé sur la liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi, il a pris la place de son collègue, précédemment président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Bonsoir, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie Africa Câble et aussi à l'ensemble de ses auditeurs qui sont partout en Afrique et dans la diaspora. Vous êtes député et membre des cadres du PASTEF. On constate une certaine léthargie depuis votre accession au pouvoir. Il n'y a pas de léthargie. Disons que le gouvernement est en train de faire un peu une revue générale de tous les programmes et de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place. Donc ce travail de fond ne permet pas des communications à outrance. Il faut d'abord faire l'état des lieux, bien regarder l'existant avant de pouvoir dérouler. Donc nous sommes juste dans cette phase-là de vérification, d'études, de contrôle, etc. Mais ça ne signifie pas encore une fois une étape. Je pense qu'avant de pouvoir nous communiquer, il faut d'abord faire le bilan, faire un diagnostic clair et évident de l'existant. C'est seulement cette petite phase de transition que le gouvernement est en train d'expérimenter. D'accord. Honorable, le parti de l'ancien président de la République, Macky Sall, vient de publier un livre, bilan des 12 années de Macky Sall à la tête du pays. Ne pensez-vous pas que le fait de ne pas publier les résultats des audits a donné une telle occasion? Disons que dans la forme et dans l'opportunité de publier un livre bilan d'un président qui ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle pour un parti peut sembler un peu contradictoire. Parce que faire un bilan de quelque chose qui devait être visible, s'ils ont trouvé le besoin et la nécessité d'en faire tout un livre, c'est que peut-être que les réalisations du président n'ont pas été ou visibles ou suffisamment véhiculées. Donc, on ne peut pas savoir quel est l'intérêt de cette publication à ce moment précis. D'autant plus que le gouvernement n'a pas encore communiqué. Le président de la République n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale. Donc, on ne sait pas quel est l'objectif de cette publication, mais en tout état de cause, en même temps, ils ont le droit de faire dérouler leur stratégie politique. Mais ce qui est important dans ce livre, bilan, c'est qu'il aurait été plus juste de mettre aussi le bilan sanglant qu'a été le régime du président Macky Sall, qui est principalement responsable de tous les troubles politiques et sociaux que le Sénégal a connus, avec son lot de disparus, de citoyens tués, de citoyens défigurés, qui ont souvent traîné des handicaps à vie, des personnes torturées, presque 2000 personnes qui ont subi la case prison de façon expéditive, sans jugement. Ça, c'est vraiment son bilan immatériel. On ne peut pas dire que sous son régime, le Sénégal a connu des avancées démocratiques. Bien au contraire. On a subi un recul démocratique jamais connu dans l'histoire du pays et qui nous a mis à l'index au niveau de la communauté internationale. Il y a aussi, je pense, ils n'ont pas beaucoup communiqué sur le plan économique, la dette colossale que le régime nous a laissée. En 2012, à l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, la dette du Sénégal était de 3 200 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000 et quelques milliards. Donc il faut se rendre compte que, oui, si bilan il y a, avec tout cet endettement et un budget de plus de 44 milliards, forcément on y trouvera des réalisations. Mais si on regarde les critères pertinents de l'IDH, on se rend compte de quoi? Que le chômage a explosé, qu'il n'y a aucun secteur du pays qui se trouve être en bon état. Donc, il est bon pour, si le livre blanc visait vraiment à donner une lecture exhaustive, ne serait-ce que pour
le budget, ils nous ont annoncé 7 000 milliards, tout en sachant eux-mêmes que ce budget ne fait pas 6 000 milliards. Parce qu'ils y ont rajouté ce qu'on appelle les ressources de trésorerie, alors que les documents, la loi organique sur la loi de finances interdit de mettre dans la loi de finances des ressources de trésorerie qui ne sont là que pour payer la dette. Donc, en gonflant artificiellement ce chiffre, en y rajoutant des chiffres qui ne devaient pas y figurer, ils en arrivent à ce 7 000 milliards. Donc, il y a beaucoup d'aspects, je pense, qui n'ont jamais été abordés dans ce livre. Et s'ils se contentent juste de rappeler peut-être un passé du président Macky Sall qu'ils trouvent glorieux ou bien qu'ils espèrent son retour, je pense que le peuple sénégalais est assez mature pour juger. Justement, les Sénégalais ont remarqué pour déplorer que vous mettez trop de temps aussi dans les nominations et que dans la communication des audits, d'autant plus que vous affirmez avoir trouvé un pays en ruine. Oui, mais on ne peut pas utiliser ces instruments d'audit comme des moyens politiques, de stratégie politique. Les audits, c'est quelque chose de très sérieux. Le régime, ce qu'on a connu mais on attend toujours la communication des audits. Oui, mais il n'y a pas un calendrier électoral qui est adossé aux audits. L'audit suit un processus. C'est de même que la reddition des comptes. Nous aurions pu, dès notre accession au pouvoir, de lancer immédiatement, comme l'avait fait le président Macky Sall, des poursuites, etc. Nous pensons que ce n'est pas une bonne stratégie et qu'il faut respecter l'état de droit en tout état de cause après en avoir subi nous-mêmes les actes de la dictature. Donc, il faut laisser le travail se poursuivre sereinement, laisser ceux qui auditent auditer, parce que le but final, ce n'est pas tant la poursuite, mais bien sûr de ceux qui ont fauté gravement, mais de comprendre le système par lequel on peut contourner facilement les lois pour détourner les deniers publics. Il faut comprendre ces mécanismes-là, cachés, souterrains parfois, qui ne sont pas immédiatement détectables, afin d'améliorer l'arsenal juridique pour protéger nos ressources. Je pense que c'est très important. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité avoir un timing électoral qui n'a d'autre but que de poursuivre des opposants. Ce n'est pas le but de poursuivre des opposants, mais en fait, c'est la publication des audits que les gens attendent. Parce que vous avez annoncé la publication des audits. Les gens attendent pour savoir qu'est-ce qui est dans les ministères, dans les agences, qui s'est réellement passé pour le budget de l'État. Vous vous rendez compte, il y a presque plus de 70 audits qui ont été lancés. Il faut le temps de les récupérer, tous ces audits. Il fallait attendre la mise en place du parquet financier. Le parquet financier vient à peine d'être installé. Donc, le temps qu'on retrouve des moyens, le temps qu'il puisse dérouler. Il n'y a pas d'urgence, en tout cas électorale, à lancer des audits et vouloir les publier dans un timing électoral. C'est très important pour ce régime de faire tout dans les règles. Alors même qu'on aurait pu faire comme eux, nous on a appelé à la rupture. La rupture aussi sera dans ce domaine-là. Les audits seront publiés. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune volonté de notre part de protéger qui que ce soit. C'est juste qu'on ne veut pas faire, encore une fois, utiliser le pouvoir pour en faire une arme électorale contre des opposants. Donc, le processus va se dérouler normalement. Le Premier ministre l'a annoncé. Tous ces audits seront publiés à temps et en heure. Et puis, la machine judiciaire sera mise en branle dans le respect de la présomption d'innocence, du droit des personnes poursuivies et sans arrière-pensée électoraliste. Pour cette fin, la résolution de l'Assemblée nationale est un pari risqué. N'avez-vous pas peur de perdre la bataille à l'opposition des jeunes? La bataille. C'est pas un pari risqué. Vous savez, si vous regardez les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle, avec quand même un président de la République, un parti dissous, beaucoup de leaders emprisonnés et des milliers de militants détenus. Si le parti passif et ses alliés ont réussi la prouesse de gagner dès le premier tour pour un parti d'opposition une première en Afrique, c'est que notre électorat s'est au contraire renforcé depuis qu'on a pris le pouvoir, parce que je pense que les nouvelles orientations du pouvoir du président de la République et de son premier ministre Ousmane Sonko sont bien connues des populations. Et je pense qu'ils en tireront toutes les conséquences lorsque la dissolution sera effective et qu'on ira vers les élections législatives. Entre l'élection présidentielle et maintenant, on ne peut pas nous demander un bilan. Donc, avoir
avoir les moyens politiques pour gouverner, c'est ce que le président certainement va demander aux électeurs lorsqu'il prendra la décision de dissoudre. Et nous ne pensons pas, au contraire, que notre électorat s'est beaucoup consolidé et renforcé. Et nous espérons avoir une majorité absolue pour pouvoir accompagner le gouvernement. Alors, on peut s'attendre à la dissolution de l'Assemblée nationale après, vers le 12 après. Je ne sais pas à quel... En tout cas, l'avis du Conseil, le président a sollicité le Conseil constitutionnel parce que il y avait une polémique sur la date. Il aurait pu passer outre. Mais en bon républicain, il a préféré demander un avis au Conseil constitutionnel, l'a sollicité et l'a obtenu. Le Conseil a confirmé que la dissolution est possible à partir du 12. Maintenant, la décision reviendra au président de la République. À quel moment précis il jugera opportun d'annoncer la date effective de la dissolution. D'accord. Vous, en tant qu'honorable et député, est-ce que vous êtes favorable pour la dissolution du SCR et CSR? Mais le projet de révision constitutionnelle qui a été aujourd'hui discuté en commission des lois pour supprimer les deux institutions constitutionnelles que sont le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental était bien dans le programme. C'était des promesses, non pas des promesses de campagne, mais bien dans le programme du président Bassirou Diomaye. Donc aujourd'hui, qu'un président de la République souhaite réaliser des points de son programme, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Et la suppression de ces deux institutions est, au-delà de la demande sociale, partagée par l'ensemble des acteurs politiques sénégalais. Si vous regardez dans le programme de tous les candidats, je pense que dans l'écrasante majorité, tous les candidats avaient dans le programme le projet de suppression de ces institutions qui sont antidémocratiques, il faut le dire, parce que dépendent uniquement de la volonté du président de la République. Dans sa composition, si vous prenez la HCCT, presque la moitié des membres est nommée directement par le président, selon des critères qui lui sont personnels et individuels. Donc, le Conseil économique et social, c'est pareil. Les rapports du Haut Conseil sont uniquement destinés au président de la République. On a donc un problème de démocratie. Il y a un problème d'efficacité. Le Haut Conseil des collectivités territoriales existe depuis 2016. Et à ce jour, vous voyez les agents des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national sont en grève depuis presque 24 mois. En grève depuis 24 mois. Donc, les citoyens peinent à obtenir les documents administratifs nécessaires auprès de ces services des communes. Pourquoi ils sont en grève? À cause d'une législation inadaptée et des difficultés. Donc, le Haut Conseil n'a pas réussi à juguler les tensions liées à la mise en œuvre de l'acte 3. Et je pense que c'était dans l'esprit de leur création une volonté de recaser une clientèle politique qui n'a pas été retenue à l'Assemblée nationale. Du coup, ça dénature l'objet d'une institution qui doit être au service de la République et non au service d'un parti politique ou d'un président pour ou débaucher des opposants ou caser une clientèle politique. Donc je pense que c'est une demande sociale et puis il coûte trop cher, beaucoup trop cher, ces institutions. Vous vous rendez compte, le HCCT, c'est 150 membres, le Conseil économique social, 120 membres. Ça fait beaucoup pour des organes consultatifs pour un pays sous-développé comme le Sénégal et surtout dont l'efficacité n'est pas prouvée dans le statut comme dans le contenu. Donc, c'est une demande sociale, c'est un projet, c'était dans le programme du président. Il n'y a rien, absolument rien d'exceptionnel ou d'extraordinaire que le président de la République demande leur suppression avant le début de l'examen de la loi de finances. D'accord. Le président, le bureau Diomaye et son possible souvent les assauts répétés de l'opposition. Le Premier ministre est-il trop exposé ce moment? C'est le rôle du Premier ministre d'être exposé. Le président de la République, dans l'esprit des institutions, l'opposition au Sénégal est contradictoire. Nous avions dénoncé, quand nous étions dans l'opposition, les super pouvoirs du président de la République. Le président de la République au Sénégal était trop puissant, on disait qu'il était mêlé à toutes les affaires et qu'il n'était plus un arbitre. Il fallait laisser de l'espace au Premier ministre. On avait créé ce poste
en se rendant compte que ça ne servait à rien, parce qu'en réalité, celui qui gouvernait, c'était juste le président. Donc, nous, on arrive au pouvoir. Ce qu'on théorisait, avant même, on essaie juste de donner corps à la Constitution en permettant au Premier ministre d'exercer la plénitude de ses compétences constitutionnelles. À ce jour, le Premier ministre n'a jamais pris un acte qui n'ait été prévu par la Constitution. Sinon, eux-mêmes avaient la possibilité de faire annuler ces actes. Mais ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, c'est encore une fois la volonté. Dans le programme PASTEF, il y avait le projet de création d'un vice-président. Pourquoi? Pour empêcher que le président de la République n'épuise à lui seul l'essentiel des compétences dévolues aux autres institutions. Donc, c'est cette volonté de rééquilibrage des institutions, d'abord dans l'exécutif, avec un Premier ministre qui a beaucoup plus de compétences, et une Assemblée nationale forte. C'est cette volonté de rééquilibrage qui est en branle. Et c'est normal que le Premier ministre, aujourd'hui, qui est le chef du gouvernement, devienne la figure un peu la plus visible du pouvoir et que le président de la République garde ses pouvoirs régaliens. D'accord. Récemment, le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite officielle au Mali. Il plaide pour le rapprochement avec le Mali. Quelle lecture faites-vous de cette visite? Je pense que c'est une initiative heureuse. Vous connaissez tous la situation géopolitique un peu compliquée de la sous-région, avec la volonté de certains États de quitter ce qui faisait un peu l'union des pays ouest-africains, à savoir la CEDEAO. Donc je pense que le Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ont l'ambition de réconcilier ces États avec la CEDEAO, mais en plaidant pour une CEDEAO rénovée, renouvelée, qui tient compte de la souveraineté des États et protège davantage ses membres, plutôt que de subir les injonctions de la communauté internationale, qui souvent défendent les intérêts des anciennes puissances. Donc je pense que c'est le rôle, c'est la mission que s'est assignée le président Bassirou Diomaye Faye, et la visite du Premier ministre Ousmane Sonko a montré que le Sénégal n'était pas le lieu de passage de quelque déstabilisation possible du Mali ou des autres pays voisins, et c'était cette volonté qu'il fallait affirmer, et je pense que les discussions à venir déboucheront certainement sur un rapprochement, parce qu'on n'a pas le choix. PASTEF est un parti non pas souverainiste, mais qui prône un patriotisme africain. Donc nous ne sommes pas des nationalistes recroquevillés sur nous-mêmes. Nous souhaitons que l'Afrique soit beaucoup plus unie. C'est pour ça qu'on ne souhaite pas avoir des initiatives isolées. Nous ferons tout pour changer la CEDEAO dans son fonctionnement, plutôt que de créer encore d'autres structures qui vont se faire concurrence dans un espace où nous pensons, nous sommes convaincus que notre union ne fera que le développement des populations et de nos pays. D'accord. Juste une dernière question. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des téléspectateurs de la sous-région? Pour tous les Africains, il est temps que ce serpent de mer de l'unité africaine tant chanté soit réalisé par notre génération. Je pense qu'on trahirait notre mission et notre rôle si nous ne réussissons pas à faire de l'Afrique un seul ensemble, soudé, uni, qui a des objectifs précis. Autrement, dans le monde, nous continuerons à ne jamais peser, quand bien même nous détenons dans nos sous-sols ce qui peut faire la richesse et le bonheur de tout le continent africain et au-delà. Donc c'est ce message d'unité renouvelé que je lance aujourd'hui à tous les frères africains. Honorable, merci. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, et puis à bientôt, j'espère, avec vos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.